Bonjour et bienvenue sur le podcast Translucide, la machine à café des langagières et langagiers. Je suis Aurane, traductrice, entrepreneuse et cofondatrice avec Gaëlle Gagné du site Tradupreneur, une plateforme d'information et de services qui aide les traductrices et traducteurs indépendants à créer, développer et gérer leur entreprise. Dans ce podcast, je vous propose tous les mois une interview d'un amoureux ou d'une amoureuse des mots, linguiste, traducteur, traductrice, terminologue, interprète et bien d'autres encore pour vous partager les richesses secrètes qui entourent les métiers des langues. Vous y découvrirez des parcours de vie, des conseils, des stratégies, des astuces et des outils pour lancer et développer votre entreprise langagière ou simplement vous familiariser à ce vaste univers. C'est donc une tasse de café ou de thé à la main, bien installée dans votre canapé ou votre siège de bureau, que je vous invite à écouter cet épisode. C'est parti! Bonjour à toutes et tous, chères auditrices et chers auditeurs. Cet épisode est bien singulier puisqu'il marque le premier anniversaire du podcast Translucide, la machine à café des langagières et langagiers. 1 an déjà où je vous propose d'écouter tous les mois l'interview d'un ou d'une professionnelle du vaste monde de la traduction et de l'interprétation, avec toujours une note entrepreneuriale si chère à l'esprit de Tradupreneur. Ces 12 derniers mois, j'ai eu la chance et l'honneur de discuter autour d'une tasse de thé ou de café avec des femmes et des hommes de talent. Plume inclusive, chansonneurs et chansigneuses, créatrices d'un serveur Discord pour les traducteurs et traductrices, traducteurs littéraires, sous-titreuse et adaptatrice de l'audiovisuel, créatrice d'un logiciel au service du secteur, post-éditeur, vélotypiste, surtitreuse, traductrice médicale et bien entendu ma complice du quotidien. Ce ne sont pas moins de 12 personnalités différentes qui ont pu vous inspirer, vous narrer leur histoire et vous prodiguer leurs conseils. Alors je souhaite adresser un immense merci à Isabelle, Florian, Perrine, Aurélie, Dorine, Anne-Claire, Benjamin, Caroline, Enrico, Lauriane, Juliette, Sophie et Gaëlle de m'avoir fait confiance pour préparer chaque épisode, l'enregistrer en leur compagnie, le monter et le diffuser sur la toile. Ce podcast n'existerait pas sans vous. C'est donc un jour de fête pour Translucide, à 2 jours de la journée mondiale de la traduction. Une coïncidence des plus heureuses. D'ailleurs, à ce sujet, je vous rappelle que Tradupreneur propose une offre spéciale Saint-Jérôme jusqu'au 30 septembre. 5 mini-coffrets tirés des 5 thèmes de la conférence Entreprendre de A à Z. Collaboration, argent, santé, stratégie et communication. Dans ces mini-coffrets qui sont chacun disponibles au prix tout doux de 30 €, toutes taxes comprises, vous retrouverez un atelier en vidéo, l'enregistrement du panel de discussion en direct et plusieurs contenus bonus, tous plus qualis les uns que les autres. Vous n'avez donc plus que quelques jours pour en profiter, car à partir du 1er octobre, l'offre ne sera plus valable et le prix des mini-coffrets passera à 42 €, toutes taxes comprises. Alors, ne tardez pas à vous procurer le ou les mini-coffrets qui vous intéressent pour continuer à développer votre activité de traduction au cours du dernier trimestre 2022. Pour tout vous dire, déjà, lors du lancement du podcast, j'avais ma petite idée sur l'invité que j'aimerais faire venir pour fêter le premier anniversaire du podcast, si celui-ci perdurait, bien entendu. Et vous savez quoi ? C'est justement cet invité qui est avec moi aujourd'hui, et en fan inconditionnel de son travail et de ses contributions pour la profession tout entière, je ne suis que joie à l'idée de l'interviewer. Si je vous dis que mon invité exerce depuis 20 ans, qu'elle a sorti 2 best-sellers que je recommande aux traductrices et traducteurs du monde entier, How to Succeed as a Freelance Translator et Finding and Marketing to Translation Agencies, a Practical Guide for Freelance Translators, qu'elle a été présidente de l'American Translators Association de 2017 à 2019, qu'elle a obtenu récemment son diplôme d'interprète et qu'elle continue de servir la profession en proposant des formations et des articles de blog sur sa plateforme Training for Translators. Vous me dites ? Corinne McKay ! Bonjour Corinne, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien, merci. Début de l'année scolaire, ici aux États-Unis, le nouvel an, 10 ans, mais oui, ça va, merci, et toi?
Oui, très bien. Écoute, pour moi aussi, c'est la rentrée. Et je suis vraiment ravie, en joie, de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Translucide pour fêter l'anniversaire du podcast. Et je souhaitais aussi te remercier, même si ça fait déjà quelques mois, pour être intervenu lors de la conférence en ligne Entreprendre de A à Z. Tu étais intervenu sur le panel de discussion santé. Et c'est vrai que, en tout cas, je considère que c'est un thème très important pour nous, traducteurs et traductrices indépendantes. Alors, merci beaucoup d'avoir accordé du temps pour cette conférence. Oui, merci à toi et félicitations. Et oui, merci de m'avoir invité. Merci à toi. Et même si je me doute pas une seule seconde qu'un grand nombre des personnes qui nous écoutent ont déjà entendu parler de toi, que ce soit par tes livres ou tes partages sur Internet, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu es devenue traductrice et depuis quand tu exerces ce métier ? Oui, bien sûr. Alors, comme tu sais, probablement, la traduction et l'interprétation, malheureusement, ne sont pas très connues comme profession aux États-Unis. Et par exemple, pour moi, j'ai commencé le français comme langue étrangère à l'âge de, je ne sais pas, 11 ans, 12 ans. Et aux États-Unis, c'est typique. C'est pas très courant d'avoir des langues étrangères à l'école primaire. Pour nous, c'est seulement à partir du collège, ce qu'on appelle middle school. Aux États-Unis. Alors, j'ai commencé le français à l'âge de 11 ans, 12 ans. C'était toujours mon sujet préféré, mais je ne savais pas ce que j'allais faire avec. Alors, quand j'étais à l'université, j'ai fait mon bachelor et je me suis spécialisée en français et anglais. Et je suis allée à l'université dans un tout petit village dans l'État de New York, un lieu très rural. Alors, j'ai décidé de faire une année à l'université de Grenoble en France. Et c'était tout en français et je crois que vos auditeurs en France savent que Grenoble est un grand lieu d'accueil pour les étudiants étrangers pour apprendre le français, performer le français. Alors, j'ai fait une année, c'était au début des années 80 à Grenoble et pendant cette année-là, on était obligé de faire un cours de traduction et j'ai adoré ce cours de traduction. Alors, en rentrant aux États-Unis dans ma petite université rurale dans l'État de New York, j'ai pris contact avec mon prof de français et je lui ai dit, voilà, c'est décidé, ce que je veux faire de ma vie, c'est être traductrice. Et sa réponse était, mais pour ça, premièrement, il faut avoir au moins 2 langues étrangères. Et deuxièmement, les traducteurs vont être remplacés par les ordinateurs bientôt. Et comme je t'ai déjà dit, c'était au début des années 80. D'accord. Ah oui, quand même. Nous voilà. Il y avait déjà plus d'avenir, déjà il y a plus de 30 ans. Exactement, oui. Il y a 30 ans, on entendait déjà la fin de la profession de la traduction. Alors, je ne savais absolument rien de la profession de la traduction. Alors, je me suis dit, bon, j'ai abandonné à ce projet et j'ai travaillé comme professeur dans un lycée privé. Et environ 5 ans plus tard, j'habitais à Boston à l'époque et j'ai fait une maîtrise en littérature française parce que c'était l'école où je travaillais qui a payé pour la maîtrise. C'était super intéressante. Et finalement, quand ma fille est née en 2002, je me suis dit, bon, je voudrais bien trouver un emploi où je pouvais travailler à la maison et utiliser mon français, pourquoi pas la traduction. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu as repensé justement à ce professeur d'université qui t'avait dit qu'il n'y avait aucun avenir? Oui, plusieurs fois.
Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire mes propres recherches, ce que j'aurais dû faire à l'époque. J'ai fait, 10 ans plus tard, 1992 jusqu'à 2002. Alors oui, 10 ans plus tard, j'ai fait mes propres recherches pour trouver un emploi où je pouvais, travailler à la maison et utiliser mon français. Et alors c'était en automne 2002 que j'ai commencé mon activité en tant que traductrice indépendante et je ne savais pas vraiment si j'allais continuer si j'allais continuer dans la profession, mais c'était seulement pour tester de travailler à la maison parce que vraiment je savais très peu de la traduction. Ma maîtrise étant en littérature française. On avait fait un peu de traduction, mais pas beaucoup. Et je n'avais jamais géré un business, travaillé comme manager, géré des clients, géré de l'argent. Je ne savais absolument rien. Alors, les premières années, c'était énormément d'essais et d'erreurs. Et parce qu'il y avait beaucoup moins de traducteurs freelance à l'époque où le côté entrepreneurial de la traduction freelance était beaucoup moins connu Oui. à l'époque, surtout. Et du coup, quand tu t'es lancée, comment t'as fait pour trouver tes premiers clients, pour faire ta première facture, ton premier devis J'imagine que tu as lu plein d'ouvrages, que tu t'es renseignée, que tu t'es formée, comme tu disais, essai-erreur. Oui, sans blague, c'était, un peu la cata parce que alors, à cette époque-là, on avait toujours aux États-Unis, l'annuaire pour le téléphone. On avait un annuaire sur papier, alors qui s'appelait les pages jaunes. Pour les particuliers, c'était les pages blanches et c'était vraiment une page blanche, papier blanc. Et pour les entreprises, pour les business, c'était les pages jaunes imprimées sur papier jaune. Alors, ma première journée comme traductrice indépendante, j'ai ouvert les pages jaunes. Intéressant. Oui, j'ai ouvert les pages jaunes à la section T, traduction, et j'ai commencé à appeler par téléphone toutes les agences de traduction dans l'État où j'habite, le Colorado. Et c'était pas le pire des débuts. Alors, actuellement, ce que je conseille aux traducteurs débutants qui veulent travailler pour des agences, c'est pas tellement différent de ça, mais les méthodes sont un peu plus raffinées, disons. Chercher des agences de qualité, demander à d'autres traducteurs, des agences dans d'autres combinaisons de langues qui sont leurs agences préférées, etc. Mais j'ai téléphoné à des agences des agences locaux, disons, pour leur demander qu'est-ce qu'il faut faire pour être sur votre liste de traducteurs français-anglais. Et c'est, comme ça. Que t'as eu tes premiers clients. Et du coup, donc c'était en 2002, c'était le début de l'Internet grand public. Oui, à l'époque, j'avais un site web, mais uniquement parce que ma belle-sœur travaillait dans la conception de sites web. C'était pas très connu d'avoir un site web en tant que particulier, disons, en tant que traductrice indépendante. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient des sites web et uniquement parce que mon mari travaillait dans l'informatique et ma belle-sœur, la sœur de mon mari, travaillait dans la conception de sites web. J'avais un site web, par exemple, mon nom de domaine, translateright.com. Je crois que je l'ai depuis 2003. Mais, ah oui, donc tu faisais partie vraiment des pionnières et c'est pour ça qu'il est aussi bien référencé maintenant. Oui, quand j'ai regardé ta question à propos des cours en ligne, quand j'ai commencé à proposer des cours en ligne, je crois que c'était 2005-2006 et je voudrais vraiment regarder dans mes archives pour voir comment
qu'on a appelé le cours, parce que le terme cours en ligne n'existait pas. Je crois que c'était cours par email. Correspondance. Cours, oui, exactement, parce que c'était l'équivalent électronique d'un cours par correspondance où l'organisation de formation enverrait quelque chose sur papier par courrier, comme ça. D'accord. Mais oui, c'était vraiment au tout début de l'Internet pour le grand public, comme tu disais. Et quand tu t'es lancée, est-ce que tu avais en tête de te spécialiser dans un secteur spécifique? Est-ce que tu avais déjà plusieurs cordes à ton arc de spécialisation ou tu as vraiment démarré, comme on dirait, en traductrice généraliste? Oui, je ne savais même pas qu'il existait des spécialisations dans la traduction. La première fois que je suis allée faire un entretien, une entrevue chez des agences de traduction, je sais que le gestionnaire de projet m'a demandé quelles sont tes spécialisations et ma réponse mentale, pas orale, heureusement, mais ma réponse mentale était, mais déjà je parle français. C'est déjà beaucoup. Oui, mais tu sais qu'il y a encore des traducteurs qui mettent ça en spécialisation, leur langue, alors qu'on ne peut pas dire que c'est une spécialisation. Oui, et si on fait une langue, une très petite langue, une langue qui est déjà spécialisée, oui, c'est déjà beaucoup. Mais oui, pour le français, il faut des spécialisations et je ne savais même pas que c'était une chose. Et du coup, maintenant, quelles sont tes spécialisations, justement? Bon, pour la traduction, c'est surtout le développement international. La plupart de mes clients sont des clients directs des ONG aux États-Unis, en Europe, France, Suisse, ce genre de clients. Je fais également la communication d'entreprise, surtout pour des universités privées en Europe qui proposent des programmes internationaux à des étudiants qui viennent de partout dans le monde, mais avec la langue anglaise en commun et qui écrivent leurs matériaux de promotion, site web, formulaire de demande d'inscription en anglais, description des cours, les choses comme ça. Et je traduis également pas mal de documents officiels pour des individus, des particuliers, et j'ai traduit, je crois, 6 livres de non-fiction et j'aime bien faire. Et puis, je crois qu'on va en parler plus tard. Il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai fait une deuxième maîtrise en interprétation de conférences. Et pour l'interprétation de conférences, je dirais que c'est moins spécialisé que la traduction parce que l'interprétation de conférences est déjà quelque chose d'assez spécialisé. Mais je fais presque des sujets pareils, développement international, santé publique, des réunions d'affaires, et je fais également beaucoup d'interprétations juridiques pour le système judiciaire au Colorado, l'État où j'habite, parce que je faisais ça avant la maîtrise en interprétation de conférences. Et il y a que, je ne sais pas, 3, 4 interprètes agréés, certifiés pour l'interprétation juridique au Colorado. Ah oui, donc vous n'êtes pas beaucoup, donc j'imagine que tu reçois pas mal de demandes. Oui, exactement, parce qu'on a beaucoup d'immigrants de l'Afrique de l'Ouest au Colorado qui travaillent dans l'agriculture, toutes sortes de professions comme ça. Oui, on a pas mal d'immigrants de l'Afrique francophone, de l'Afrique de l'Ouest. Alors, il y a beaucoup de travail dans les tribunaux pour le français. D'accord. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle ensemble un peu de tes différentes contributions à la profession, parce que tu es une personne qui a énormément contribué et qui continue de contribuer énormément à faire connaître notre profession, que ce soit entre les professionnels du secteur et aussi au grand public. Et ma première question, ce serait, qu'est-ce qui t'a donné envie
quand même assez tôt dans ta carrière, de partager ton expérience et aussi de le faire sur différents canaux parce que donc ça fait longtemps que tu rédiges des articles de blog, mais tu as aussi écrit des livres, tu as aussi animé un podcast. Donc voilà, qu'est-ce qui t'a donné envie de partager ton témoignage? Oui, bonne question parce que vraiment, j'ai commencé, disons plutôt que j'aurais dû commencer à donner des conseils à d'autres traducteurs freelance, mais c'était vraiment une question de pénurie d'informations. Alors, quand tu parlais de, par exemple, comment créer une facture, la première facture que j'ai dû envoyer, le client m'a dit, OK, envoyez-nous votre facture. J'ai téléphoné à mon mari, à son bureau, pour lui demander, mais selon toi, qu'est-ce qu'il faut mettre sur une facture? Et c'était vraiment avant la vague d'informations sur le web à propos de ce genre de choses. Maintenant, ça prend 10 secondes de trouver la réponse, comment créer une facture freelance. Mais à l'époque, c'était assez difficile de trouver des informations sur ce genre de choses, le côté gestion d'affaires, d'entrepreneuriat. Alors, vraiment, je me suis dit, si moi, j'ai eu tellement de difficultés avec ce côté de mon business, il y a sûrement d'autres gens qui ont les mêmes problèmes, qui ont maîtrisé la partie langue de notre profession, mais qui n'ont pas du tout maîtrisé la partie gestion d'un business freelance. Et vraiment, je trouve maintenant, j'ai enseigné des cours, j'ai eu, je ne sais pas, dans Training for Translators, on a environ 500 participants par an. Alors, j'ai sûrement essayé plus de 5000 étudiants, je dirais 5000 participants dans mes formations pour traducteurs. Et je dirais pour vraiment la plupart des personnes qui veulent être traductrices, interprètes, c'est le composant gestion d'entreprise. Par exemple, comment est-ce que je trouve des clients? Comment est-ce que je propose mes services à des clients avec qui je voudrais travailler? Comment est-ce que je fixe mes tarifs? Comment est-ce que je sais si je vais gagner assez d'argent? Bah oui, et tu vois, c'est marrant que tu parles de... Finalement, c'est la pénurie d'informations qui t'a dit, bah, allez, j'y vais, parce que si je le fais pas, personne ne le fera. Oui, c'est ça. Et c'est aussi une des choses qui est à la base de la création de Tradupreneur, parce qu'il y avait beaucoup d'informations en anglais et en espagnol concernant... l'aspect entrepreneurial de la traduction, mais très très peu, presque rien en français. Voilà, et c'est vrai que dans les autres langues, il existait des podcasts, voilà, avec des traducteurs et traductrices interviewés, et il n'y en avait pas de régulier, on va dire, en français. Il y avait quelques ressources, mais très très peu. Et c'est vrai que c'est un peu le même schéma qui m'a poussée, moi, personnellement, à créer ce podcast Translucide. Voilà, pour la petite parenthèse. Oui, non, mais tu as tout à fait raison parce que maintenant j'ai un peu honte quand je dis à d'autres traducteurs, oui, j'ai commencé mon business en 2002, et c'était vraiment fin 2002. 2002-2003 et j'ai commencé à écrire des livres, enseigner des cours en 2005-2006. J'avais très peu d'expérience, mais il y avait presque rien sur comment est-ce que je lance et comment est-ce que je gère un business. Alors oui, pour toi, c'est la même chose. Il y avait presque rien en français. Et oui, alors je me suis lancée dans la création de livres courts, podcasts. J'ai fait un podcast avec Eve Baudeux qui maintenant on publie plus de nouvelles épisodes, mais les archives sont toujours là. C'est Speaking of Translation.
et on a créé, je ne sais pas, au moins 50, 60 épisodes. On l'a fait pendant plus de 10 ans. Et les épisodes sont toujours là et mon blog est toujours vivant. Et pour me préparer pour cette conversation, j'ai regardé les statistiques parce que j'ai l'habitude de dire il y a plus de 700 billets. C'est maintenant 964. Ah oui, quand même. Et donc, ça fait ton blog, tu l'as commencé pareil en 2008. 2008. Et c'était presque la même chose. Tous ces trucs qui ont à faire avec les réseaux sociaux c'était vraiment le tout début de ça. J'avais une amie qui était prototype consultant des réseaux sociaux qui voulait enseigner la création de blogs. Et elle avait planifié un cours en présentiel pour les gens qui voulaient savoir comment créer un blog sur WordPress. Et elle n'avait pas beaucoup de participants. Alors, je me suis inscrite. Et puis, c'était en 2008 et après le cours, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer juste écrire un peu au sujet de ma vie comme traductrice. Et à l'époque, vraiment, j'avais de la chance parce qu'il y avait, je ne sais pas, 2, 3 blogs pareils. Maintenant, il y a des centaines de blogs. Oui, mais du coup, tes partages et ton témoignage étaient d'autant plus de grande valeur parce qu'il y avait pas grand-chose. Oui, il y avait pas beaucoup. Et c'est maintenant, oui, le blog, mais et à vrai dire, j'ai tellement d'idées pour le blog, j'ai plus d'idées qu'au début. Je suis limitée uniquement par le temps et l'énergie parce que j'ai tellement d'idées pour le blog. Et oui, j'ai écrit 9, c'est pas moi, de temps en temps, j'ai des invités qui écrivent des billets pour le blog, mais en total, il y a 964 billets sur le blog. Et du coup, ça fait quoi, une moyenne d'un billet par semaine? Environ, oui, environ. Ah oui, donc sur 14 années, bah bravo, parce oui, que... Oui, non, mais tu m'as donné l'idée de fêter le 1000e. Ah mais oui, il faut fêter le 1000e, ridicule. Ouais. Oui, un peu ridicule, mais oui, 1000e, non, 1000e billet sur Thoughts on Translation, oui. Ah bah oui, c'est sûr. Et donc, tu as fait, et tu fais encore toutes ces contributions, voilà, tu écris beaucoup pour la profession, mais tu t'es aussi engagé au sein d'une association professionnelle qui s'appelle l'ATA, l'American Translators Association, et il me semble que tu en as été la présidente de 2017 à 2019. Oui, tu as raison. Et comment tu en es arrivée là? Mais alors... J'avais toujours été passionnée par les associations professionnelles. Par exemple, quand j'ai lancé mon activité 2002-2003, je suis très vite devenue membre de notre association locale qui s'appelle l'Association des traducteurs du Colorado. Et c'était abordable. Je crois que l'inscription, c'était à l'époque $30. $40 par an. Alors, pas très cher. Et c'est comme ça que j'ai connu beaucoup de traducteurs ici au Colorado. Et après ma première année comme traductrice, quand j'ai regardé les origines des projets que j'avais fait, environ la moitié venaient des autres membres de notre association locale qui avaient donné mes informations à leurs clients quand ils avaient trop de travail, avaient besoin de quelqu'un, parce que j'ai réussi à l'examen de certification de l'ATA après 6 mois, 8 mois d'activité comme traductrice. C'était assez rapide et c'était un avantage pour moi parce que comme ça, je pouvais faire des traductions officielles, les choses comme ça. Il n'y avait pas beaucoup de traducteurs, traductrices certifiés au Colorado. Et
j'ai coordonné le bulletin d'information pour l'Association des traducteurs du Colorado. Et à l'époque, c'était sur papier. Et on voyait photocopier, on voyait le newsletter, le bulletin d'information à tous nos membres. Alors vraiment, je connais à la fin de 2 ans, en tant que coordinatrice du bulletin d'information, je connais vraiment tout le monde dans l'association parce que j'ai pris contact avec tout le monde pour changer leur adresse, écrire un article à propos d'un projet quelconque qu'ils faisaient, de n'importe quoi vraiment. Alors c'est comme ça que j'ai connu la plupart des traducteurs indépendants dans mon État au Colorado. Et puis, j'étais pour passer l'examen de l'ATIA. Il faut être membre. Alors, je suis devenue membre de l'ATIA pour passer l'examen. Je l'ai fait en 2002-2003, fin 2002, début 2003, je ne me souviens plus. Et vraiment, j'ai toujours trouvé que se porter volontaire pour une association professionnelle, c'est vraiment une situation gagnant-gagnant que j'ai connue énormément. Pour le réseautage, c'était très, très, très avantageux au début de ma carrière parce que c'était comme ça que j'ai connu énormément de traducteurs, surtout dans la combinaison français-anglais, anglais-français. Et pour l'ATA, j'étais encouragée de prendre plusieurs rôles pour la division de langue française parce que l'ATA est tellement une association tellement grande. Oui, il y a combien de membres? À l'époque, entre 9 000 et 10 000 et maintenant environ 8 000. Mais c'est beaucoup plus grande que les associations européennes. Pour nous, les associations européennes, la SFT, par exemple en France, c'est plutôt la taille d'un chapitre, ce qu'on appelle un chapitre local de quelques centaines de membres. Mais l'ATA est tellement grande qu'on a des divisions pour des langues, des spécialisations, l'informatique pour les traducteurs, des choses comme ça. Et puis, en 2012, j'ai brigué un mandat comme directrice. C'est les membres du conseil d'administration. On a 9 membres du conseil d'administration de l'ATA et j'ai été élue. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et puis, on m'a proposé de chercher c'est l'équivalent de vice-présidente. On l'appelle président élu, president-elect, mais c'est l'équivalent de vice-présidente. Alors, j'ai fait ça pendant 2 ans et puis on devient automatiquement présidente après. C'est comme ça que j'ai fait en total 7 ans sur le conseil d'administration de l'ATA et maintenant je me considère à la retraite des associations professionnelles. Ça marche. Et donc pendant tes 7 années de mandat, que ce soit en tant que vice-présidente, présidente au sein de l'ATA, quelles étaient tes ambitions et aspirations pour l'association ? Oui, je trouve que dans un rôle comme ça, où on a des milliers de membres, 8-9 000 membres, et l'ATA, c'est un peu différent des associations européennes également, parce qu'on a 9-10 employés à plein temps dans le siège social de l'ATA à Washington. Et c'est toujours difficile. Alors, c'est un grand navire, on dirait. Et c'est toujours difficile de trouver l'équilibre entre ce qu'on voudrait faire et ce qui est possible. Par exemple, quand j'étais présidente de l'association locale au Colorado, c'est super facile de dire organisons un congrès local. On va faire le 14 et le 15 avril dans ce lieu avec ses présentateurs, ses formateurs, et avec l'ATA, c'est toujours plus difficile de faire des choses comme ça parce que ça prend énormément de temps.
plus. C'est pas la même envergure. Oui, c'est exactement. plus important. Oui, et le rôle de l'association nationale, c'est très différent de l'association locale où c'est beaucoup plus personnel, on a moins de langues, moins de membres, beaucoup plus de flexibilité. Mais la première chose que je voulais faire, et c'était vraiment au tout début de ma participation dans le conseil d'administration, c'était de moderniser la revue, le magazine de l'ATA qui s'appelle The Chronicle, le Chronique. Alors, on a fait cela, on a réduit le nombre de parutions par an, on a l'image de la revue, le magazine est plus moderne, on a, je crois, des articles plus intéressants. Alors, c'était un gros projet. Et je voulais vraiment solliciter l'avis des membres de l'ATA sur les programmes et les projets. Alors, maintenant, par exemple, avant chaque réunion du conseil d'administration, on demande aux membres qu'est-ce que vous voulez dire au conseil d'administration, et on écrit cela sur des papiers dans la salle de réunion du conseil d'administration pour vraiment savoir qu'est-ce que nos membres en pensent. Et l'ATA a toujours eu, et je crois, continue d'avoir un congrès qui est vraiment le congrès pour les traducteurs et les interprètes dans le monde. Avant la pandémie, on avait l'habitude d'avoir entre 1500 et 1700 participants chaque année. C'est déjà énorme. Oui, pour le congrès de l'ATA, et c'est cette année on verra parce que l'année dernière c'était hybride. En 2020 c'était pas annulé, mais c'était uniquement en mode virtuel. L'année dernière hybride. On avait, je crois, 400 participants en présentiel et 800 en ligne, quelque chose comme ça. Et cette année, le congrès s'approche à grands pas. C'est au milieu du mois d'octobre à Los Angeles. Et on verra combien de participants on a. Mais c'était, je crois, ma partie préférée du rôle. C'était l'organisation du congrès, parce que j'aime bien organiser les événements. Je suis passionnée par la formation continue. Alors vraiment, je crois que c'était ma partie préférée de ce rôle. C'était l'organisation du congrès. Et si vos auditeurs n'ont jamais participé, je vous encourage. Et je crois que dans 2 ans, je crois que c'est peut-être 2025, on va être à Boston. Et quand on est dans le nord-est des États-Unis, on a toujours beaucoup plus de participants de l'Europe parce que c'est beaucoup plus facile de venir, facile. Plus proche. Oui, en tout cas, la destination Los Angeles de cette année, ça fait quand même rêver, hein, pour quelqu'un qui est situé en Europe. C'est vrai que ça donne envie. Oui, c'est un lieu super, mais le vol est très, très long de l'Europe parce que pour traverser les États-Unis, c'est entre 4 et 5 heures de vol. Alors, pour vous qui venez d'Europe, vous avez entre, je ne sais pas, 6 et 8 heures juste pour arriver à New York, Washington, Boston, et puis traverser tous les États-Unis. Mais vous, les Européens, vous pouvez peut-être envisager une participation quand on sera à Boston, et je crois que c'est 2025. Oui, tout à fait. Mais écoute, en tout cas, moi, c'est venir faire un tour au congrès de l'ATA, ça fait partie des choses qui sont sur ma wish list. Donc, peut-être un jour, je te dirai le jour où je viendrai. Oui. Et tout à l'heure, tu parlais donc de formation continue. Et donc, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais tu as créé une plateforme sur laquelle maintenant tu héberges ton blog qui s'appelle Training for Translators. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et nous expliquer son fonctionnement ? Oui, comme je t'ai dit, j'ai commencé environ en 2005-2006 avec des cours en ligne, et je crois que je l'ai appelé cours par email, cours par correspondance, ce genre de choses.
Et c'était au tout début, j'ai enseigné uniquement un seul cours et c'était pour traducteurs débutants. Et c'était vraiment la même motivation que avec mon livre, juste la pénurie d'informations au sujet de comment créer, lancer, gérer un business en tant que traducteur freelance. Et je crois que c'était 2015 environ, j'ai eu l'idée d'élargir le nombre, la variété de cours proposés avec d'autres formateurs. Et on avait pendant 6 ans, 7 ans une grande variété de cours sur traduction espagnol, anglais, traduction juridique, différentes sortes de sujets de informatique, marketing, tout ça. Mais maintenant, je commence un peu à cibler juste les cours que j'enseigne. Alors maintenant, cet automne, c'est uniquement, je propose 2 cours, marketing aux clients direct et le cours pour les débutants que j'enseigne toujours. Et c'est juste les cours que j'enseigne parce que maintenant, avec mes projets d'interprétation, organiser les cours proposés par d'autres formateurs, c'est très, très chronophage de faire le point de vue marketing, comptabilité, inscription, tout ça. Oui, j'imagine. Oui, mais on a, comme je t'ai dit, environ 500 participants chacun qui suivent nos cours. Et pendant le mois de mars, j'enseigne toujours un groupe qui s'appelle March Marketing Madness, la folie du marketing au mois de mars. C'est parce qu'il y a, c'est une blague très américaine parce qu'aux États-Unis, on a un tournoi de basketball universitaire qui s'appelle le grand tournoi de basketball universitaire. Ça s'appelle ça s'appelle March Madness, la folie du mois de mars. C'est ça la blague. Que oui, c'est un truc de sport très américain, mais j'enseigne ça. Tu as beaucoup de traducteurs basketteurs qui viennent ce cours du coup. Non, mais c'est inspiré par le March Madness, le tournoi de basket. Et les personnes qui suivent tes formations, elles sont basées exclusivement en Amérique du Nord ou sur le continent américain ou partout dans le monde? Non, pas du tout. C'est juste des traducteurs partout dans le monde qui doivent être soit anglophones ou au moins comprendre le cours en anglais, mais on a des participants partout dans le monde. Et donc maintenant, tu proposes presque exclusivement tes cours sur cette plateforme parce que tu es aussi interprète. Alors moi, ça m'intéresse parce que voilà, tu as décidé en 2020-2021 de te dire pourquoi pas faire des études d'interprète. Et qu'est-ce qui t'a poussé à commencer ces études pour être diplômée? Est-ce que tu avais envie à ce moment-là de diversifier tes services? Oui, alors à vrai dire, c'était peut-être une grande surprise pour d'autres personnes, mais pas pour moi, parce que j'avais toujours été passionnée par l'interprétation. J'ai fait un peu d'interprétation quand ma fille était petite, mais la difficulté pour moi, c'était que avant la pandémie, vraiment, l'interprétation était uniquement sur place et quand ma fille avait 1 an, 2 ans, c'était difficile de m'absenter pendant toute une journée et de ne pas savoir quand j'allais rentrer à la maison. Est-ce que cette chose juridique, cette affaire va durer 1 heure, 5 heures, 9 heures? On ne sait pas. Alors, j'ai toujours adoré l'interprétation, mais j'ai plus ou moins abandonné parce que c'était juste trop difficile du point de vue logistique. Alors, j'avais ce que j'avais en tête, vraiment, c'était que dans ma famille, nous avons tous la double nationalité suisse-américaine. Mon mari est moitié suisse, alors nous avons tous la double nationalité suisse-américaine. Et ce que j'avais en tête, c'était, entre guillemets, un jour, que peut-être mon mari et moi, ma fille est maintenant à l'université, que mon mari et moi, nous allions peut-être déménager en Suisse
Et là, je pourrais peut-être faire des études d'interprétation. C'est ce que j'avais en tête. Mais, oui, c'est ce qui arrive toujours dans la vie, le grand mais. Deux choses sont arrivées. Je crois, 2018, j'étais au congrès de l'ATA et j'avais pris l'habitude d'aller assister à une présentation d'interprétation chaque année, juste pour garder cet espoir vivant. Et en 2018, je suis allée à une présentation d'une interprète et formatrice d'interprétation qui s'appelle Athéna, comme la déesse, Athéna Matilski. Et pendant cette présentation, c'était sur l'interprétation consécutive. Je crois que j'avais 47 ans à l'époque parce que je vais bientôt avoir 51 ans. Et j'ai eu ce moment... C'est maintenant ou jamais. Je ne suis pas d'urgence. Oui, exactement. Je ne suis pas obligée de devenir interprète, mais si je veux devenir interprète, il faut le faire dès maintenant. Alors, j'ai pris des cours particuliers avec Athéna pour me préparer pour l'examen de certification pour l'interprétation juridique au Colorado, parce que cela me semblait faisable. Le problème à l'époque, c'est que la formation pour l'interprétation de conférences aux États-Unis, c'est très, très différent de la situation en Europe où vous avez énormément d'universités qui proposent des maîtrises en interprétation de conférences, par exemple. Alors, je me suis dit, pourquoi pas commencer avec l'examen de certification d'interprétation juridique. J'ai étudié 1 heure par jour environ pendant 1 an et demi. Et j'ai réussi en 2019, j'ai réussi à l'examen d'interprétation de certification d'interprétation juridique. Alors, pendant 1 an, j'ai fait ça, peut-être un tiers de mon temps de travail. J'ai travaillé pour les tribunaux au Colorado et j'ai adoré et j'adore toujours l'interprétation juridique. Mais l'autre grand mais, c'est que pendant l'été 2020, avant la pandémie, je crois que c'était pendant l'hiver 2020, je me suis inscrite pour un cours de 2 semaines qui s'appelle le Cambridge Conference Interpreting Course, le cours d'interprétation de conférences de Cambridge, qui a lieu à Cambridge en Angleterre chaque été. Je me suis inscrite avant la pandémie, j'avais l'intention d'aller en Angleterre, mais puis la pandémie, et ils ont mis le cours en ligne. Alors, ils n'ont pas annulé, ils ont mis le cours en ligne. C'est bien, parce que t'as pu suivre quand même le cours. Oui, exactement, parce que c'était à l'époque où vraiment tout était annulé et ils ont mis le cours en ligne. Et pendant le cours, c'était, je crois, le mois de juillet-août 2020 et entre les participants, le bruit courait qu'il y avait un programme de maîtrise en interprétation de conférences au Canada à l'université York et c'est le programme, la section bilingue s'appelle Glendon, la grande université s'appelle York et la section bilingue s'appelle Glendon, qu'ils allaient mettre leur maîtrise d'interprétation de conférences en ligne. Pendant cette année pandémique. Alors, ce que je n'avais pas envisagé parce que vraiment la difficulté pour moi, c'était il y a 4 programmes dans l'Amérique du Nord qui proposent une maîtrise en interprétation de conférences avec le français. Alors, c'est vraiment la raison pour laquelle je ne l'avais jamais fait parce que je ne savais pas comment j'allais déménager avec la famille, sans la famille, tout ça.
Oui, c'était beaucoup de questions logistiques. Oui, exactement. Et l'éducation universitaire en Amérique du Nord est beaucoup plus chère qu'en Europe. Alors, il y a également, si c'est une université privée, comment est-ce que j'allais financer cela? Mais oui, alors j'ai entendu dire qu'il y avait la possibilité de suivre cette maîtrise en ligne et j'ai fait la plupart, en Amérique du Nord, au moins la plupart des programmes de maîtrise en interprétation de conférences ont l'option de passer les examens pour faire le diplôme en une année scolaire au lieu de 2, si on a déjà de l'expérience en interprétation que j'avais parce que j'avais déjà fait la formation d'interprétation juridique. Alors j'ai réussi aux examens et je me suis dit vraiment c'est 4 ou 5 heures de Netflix par jour ou faire ce diplôme. Et t'as vite choisi finalement. Oui. Mais vraiment, oui, quand on me pose la question, parce que j'ai continué à travailler 75%, je dirais, de mon activité. J'ai pas fait beaucoup d'interprétation juridique parce que c'était très difficile avec l'emploi du temps des cours. Mais mon travail de traduction que je pouvais faire quand je voulais, j'ai continué à faire ça. Mais vraiment, nous savons tous maintenant que c'était l'année scolaire 2020-2021. Alors oui, vraiment au sommet de la pandémie. Aux États-Unis, on était confinés, on pouvait pas voyager, difficile de faire tout ce qu'on avait l'habitude de faire. Alors je me suis dit vraiment, c'est une demi-journée de Netflix ou faire ce diplôme. Donc tu t'es dit, voilà, pour m'occuper pendant le confinement, je vais faire des études d'interprète. Mais exact, franchement, c'était ça. Oui, franchement, c'était ça. Alors, les journées étaient longues, 10 heures, 12 heures de travail. Parfois, j'ai travaillé le dimanche. Comment t'arrives à faire 10 à 12 heures par jour? Est-ce que t'avais une routine spéciale? Est-ce que tu te faisais des bons repas, tu prenais certaines pauses, comment t'arrivais à gérer sur le long terme? Parce que on peut faire une journée comme ça de 10-12 heures une fois de temps en temps, mais si c'est tous les jours et pendant toute une année, comment t'as fait? Oui, mais je crois que la première chose, c'est que je ne travaille pas à la maison. Je n'ai pas travaillé à la maison depuis 10 ans. Je crois, je travaille avant la pandémie, j'ai travaillé 8 ans, 9 ans dans des coworking où j'ai loué un bureau. Et puis, le coworking où j'étais a fermé pendant la pandémie. Alors, j'ai travaillé à la maison pendant 6 mois, du mois de mars au mois d'août 2020. Mais puis, j'ai pu louer un tout petit bureau privé à un très bon prix parce que tout le monde a abandonné les bureaux pendant la pandémie. Alors, premièrement, je crois que les activités sont variées. Par exemple, cours d'interprétation, c'est très différent que faire une traduction. Et comme ça, parce que j'étais toute seule dans ce bureau, je pouvais faire ce que je voulais. M'allonger, écouter un podcast, faire du yoga, aller faire une promenade. Je pouvais vraiment gérer mon temps, prendre des pauses et varier mes activités pendant la journée. Et à la fin de la semaine, j'étais vraiment crevée. C'était faisable et vraiment l'année universitaire, vraiment, c'est 7 mois, 8 mois. C'est pas comme travailler comme ça 365 jours de suite. Oui, ça, je n'aurais pas pu faire. Mais vraiment, surtout l'année scolaire canadienne, c'est mi-septembre à mi-décembre, puis on a 4-5 semaines de vacances et puis on a fini les cours au milieu du mois d'avril et on avait 1 mois pour nous préparer pour les examens. Alors c'était faisable pour une année scolaire.
plus de cela n'aurait pas été faisable. Et également, je me suis obligée de faire ce qu'on a appelé samedi sans écran, Screen Free Saturday. Qu'est-ce que tu faisais? Mon mari, alors nous habitons à la montagne au Colorado. Alors mon mari m'a proposé, parce qu'on passait tellement de temps devant les écrans pendant la pandémie, de prendre cette habitude de faire les samedis sans écran. Alors on est allé faire du vélo, du ski, randonnée, dîner dehors avec les amis. Et chez nous, on a vraiment continué cette tradition. Alors j'ai pris, même pendant cette période creuse, j'ai pris vraiment une journée de repos, complètement de repos des écrans. Et je crois que c'est peut-être ça justement qui t'a permis de réussir en fait cette performance sur le long terme. Oui, mais cela pour moi personnellement, c'était faisable pendant une année scolaire, mais cela n'aurait pas été faisable pendant le long terme, parce que maintenant j'ai repris l'habitude de mes heures de travail normales, disons entre 7 et 9 heures, et je ne travaille presque jamais le soir ou le week-end, et je m'oblige de faire des choses vraiment sans écran, musique, yoga, réunion avec des amis, peinture, choses comme ça, quand je ne travaille pas. Et tu sais, moi, j'essaie de faire ça aussi, et c'est vrai que c'est très important pour l'équilibre. Oui. Parce que quand on est tout le temps sur écran, je sais qu'il peut avoir cette impression de tellement d'informations, et le cerveau tout le temps en ébullition. Et Exactement. le fait de faire d'autres activités, ça permet de se recentrer, et puis finalement de vivre aussi, parce qu'il n'y a pas que la vie derrière un écran. Oui. Et donc, avec toutes ces activités que tu fais, donc la traduction, l'interprétation, les cours en ligne que tu donnes, les articles de blog que tu écris, etc., comment tu fais pour mettre tout ça dans ton emploi du temps, pour t'organiser? Je ne m'ennuie jamais. Mais c'est bien ça. Oui, j'ai horreur de l'ennui. Non, mais alors quand j'ai fait la maîtrise en interprétation, je me suis dit que l'objectif était d'être moitié traduction, moitié interprétation dans un an après avoir fini le programme de Glendon. Mes premiers objectifs, c'était de réussir aux examens finaux, et j'ai réussi aux examens. Heureusement, parce que oui, c'est un programme classé AIC, alors les examens sont difficiles et on reçoit pas le diplôme si on ne réussit pas aux examens. Est-ce que tu peux le repasser plus tard? Oui, à 3 reprises, je crois. D'accord. Mais oui, j'ai réussi aux examens, mais j'ai reçu beaucoup de questions quand j'ai décidé de faire ce programme d'interprétation. Est-ce que tu essayes de ne plus traduire? Tu détestes la traduction? Qu'est-ce que tu abandonnes la traduction? Et non, c'est pas ça du tout. Mais c'est que je me suis posé la question. J'ai 50 ans et je fais ce travail depuis exactement 20 ans, et j'envisage de continuer à travailler à plein temps pendant environ 20 ans, pendant encore 20 ans. Est-ce que j'ai envie de faire exactement le même travail pendant 20 ans? Parce que je crois que à mon âge, en 50 ans environ, on voit que les traducteurs ont l'habitude soit de changer complètement d'emploi, soit de prendre, disons, un léger virage vers une autre spécialisation, une autre prestation de service. Alors je me suis dit, je me suis posé la question, est-ce que je veux faire exactement la même chose pendant encore 20 ans? Alors, c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire l'interprétation, parce que j'envisage de travailler à plein temps pendant encore environ 20 ans. Alors, j'avais vraiment aucun désir de changer complètement de carrière. J'ai aucun désir de travailler pour un employeur, franchement. J'adore être freelance. Alors, je trouvais que c'était pour moi une excellente modification de mon activité. Et quand j'ai regardé
mes statistiques financières avant d'avoir cette conversation avec toi. Je suis maintenant équilibrée, presque exactement un tiers interprétation, un tiers traduction, un tiers enseigner, écrire. Alors pour moi, maintenant, c'est vraiment parfait. Je dis ça à l'univers. Que maintenant, cette année a été, oui, pour moi, vraiment parfait. Mais ce qui reste à savoir, c'est à quel niveau l'interprétation de conférences reste en ligne. Parce que là où j'habite, il y a presque rien pour le français. Alors, j'espère que pour moi, personnellement, qu'il continue d'être tellement de possibilités d'interprétation à distance, parce que pour moi c'est parfait, parce que je ne suis pas contre le déplacement pour l'interprétation, mais je fais énormément d'interprétation à distance pour les clients, surtout au Canada. Parce que j'ai fait l'école d'interprétation au Canada, alors j'ai pas mal de clients canadiens. Alors oui, mais maintenant je suis un tiers, et ça marche parfaitement pour moi. Et est-ce que ça t'arrive de partir de ton bureau à Boulder où tu travailles pour voguer vers d'autres pays pour les découvrir et en même temps de continuer à travailler? Est-ce que tu fais un peu de nomadisme numérique? Oui, je n'ai pas encore testé le nomadisme numérique avec l'interprétation parce que j'ai un peu peur de ne pas avoir, par exemple, l'Internet fiable, les choses comme ça. Je connais les interprètes qui commencent à faire cela. Et est-ce que tu as des conseils en traduction si Oui. on veut travailler justement en nomade? Oui, exactement, oui. Alors, je crois que la première question à se poser, c'est est-ce la bonne option pour toi? Parce que franchement, je préfère soit travailler, soit ne pas travailler. C'est vrai, moi aussi. Et que oui, c'est vraiment, franchement, c'est la première question, c'est est-ce que tu es tenté par ce genre de ligne floue entre travailler et ne pas travailler. Parce que si tu n'es pas tenté, continue à faire ce que tu fais maintenant. Prends le mois d'août. Par exemple. Par exemple, va faire du vélo et admirer les châteaux sans penser au travail. C'est reposant, c'est super. Oui, alors j'ai fait ça cet été, c'est pour ça que Corinne en parle. Voilà, les châteaux de la Loire en vélo, c'est magnifique. Oui, franchement, je préfère soit travailler, soit ne pas travailler. Mais je me suis trouvée dans des situations où c'était avantageux de pouvoir combiner le travail et le voyage. Alors, je crois que rester ouvert à cette possibilité, par exemple, si tu as un membre de famille qui est malade ou qui a besoin d'aide, ou tu as la possibilité d'accompagner quelqu'un d'autre que tu connais en voyage, mais il faut travailler un peu. Et pour moi, la chose, je crois que mon outil, pas secret, mais mon outil préféré, c'est le moniteur, l'écran portable. J'ai acheté cette année, je crois que j'ai payé environ $300, alors disons 250 €. Et j'ai acheté un deuxième écran qui est vraiment, vraiment portable, qui a un seul câble qui le lie à l'ordinateur et c'est pour l'électricité et les données. Alors c'est vraiment le moniteur qui rentre dans le sac que j'utilise pour transporter mon ordinateur. Alors c'est super facile et pour moi personnellement cela rend moins pénible
le travail dans le nomadisme numérique. Mais je dirais du point de vue mentalité, vraiment la question c'est est-ce que tu es tenté par cette combinaison de vacances et travail? Parce que personnellement, quand je peux choisir, quand j'ai l'option, je préfère soit travailler, soit ne pas travailler. On en prend bonne note. Mais si tu es obligé ou si tu veux essayer... Oui, c'est ça, essayer, parce que parfois oui. on ne sait pas forcément si ça peut nous convenir ou nous plaire. Oui, achète un deuxième écran, mais vraiment un deuxième moniteur portable conçu pour ça. D'accord, très bien. Et comme aujourd'hui c'est l'anniversaire du podcast, j'avais envie qu'on joue ensemble à un petit jeu. Donc c'est le jeu anniversaire. Donc, Okay. En quoi ça consiste ? Je vais te soumettre 2 propositions et tu es dans l'obligation, de n'en choisir qu'une seule. Tu peux après coup dire pourquoi ou pas forcément. Okay. Je passe à la Oui, suite. j'allais te demander est-ce que j'ai le droit à une explication ou seulement la réponse? Ok. Tu peux expliquer. Allez, c'est parti. Ok. Thé ou café ? Oh, café. Pas besoin d'explication. Tu entends dans ma voix. Oui, café. J'entends. Oui, café. Le manque là peut-être de café, parce qu'on enregistre et il est assez tôt pour toi ce matin. Oui. Trado Studio ou MemoQ ? Trado Studio, mais uniquement parce que j'ai commencé avec Trado Studio il y a, je ne sais pas, au moins 10 ans. Si j'étais dans la situation de devoir acheter un logiciel de mémoire de traduction aujourd'hui, je crois que j'achèterais MemoQ, mais maintenant j'ai tout, mes mémoires, mes fichiers, tout dans Trado Studio, alors me voilà, Trado Studio. Ça marche. Traduction humaine ou traduction automatique ? Humaine. Moi, personnellement, je n'ai rien contre la traduction automatique. Je ne crois pas que nous allons être remplacés par les ordinateurs. J'ai même encouragé à mes clients d'utiliser la traduction automatique, par exemple, pour traduire les noms de 250 cours universitaires. Juste pour savoir comment ça sonne en anglais. Mais personnellement, je déteste le ton, le style, le manque de style de la traduction automatique. Je n'ai rien contre la traduction automatique, mais je déteste réviser les traductions automatiques. Ah, c'est vrai que c'est un sport à part entière. Alors, là, ça va être difficile pour toi, mais tu es obligé de choisir. Traduction ou interprétation ? Une seule. En ce moment, je dirais l'interprétation. Parce que, oui, je suis en train de trouver de nouveaux clients d'interprétation, nouveaux sujets. J'adore le travail. J'adore toujours la traduction. Mais pour moi, en ce moment, l'interprétation. Ça marche. Spécialisé ou généraliste ? Spécialisé. Je déteste la traduction technique, scientifique. C'est pas vraiment dans mes cordes. Je suis, oui, fan de la spécialisation. Podcast ou billet de blog ? Voilà. Ok, je dirais podcast, mais voici le bémol. C'est que personnellement, pour moi, maintenant, j'aime bien créer les billets de blog parce que je fais ça quand je prends une pause pendant ma journée de travail, pendant la traduction, l'interprétation, mais personnellement comme consommatrice, si tu veux dire, les podcasts parce que quand je ne travaille pas, je n'aime pas beaucoup lire sur l'écran. Je lis les livres sur papier pour me divertir, mais je n'aime pas beaucoup lire sur écran quand je ne travaille pas. Mais j'écoute énormément de podcasts quand je fais la vaisselle, quand je fais de l'exercice, quand je conduis, tout ça, j'écoute énormément de podcasts. Ouais, moi c'est pareil, j'aime beaucoup le podcast et c'est vrai que lire en dehors du travail, ça va plutôt pour me divertir, des romans, oui. Enfin voilà. Oui, exactement. C'est ça. Sédentaire ou nomade ? Quand je viens d'expliquer les désavantages du nomadisme numérique, mais personnellement, je me considère comme nomade. J'adore, comme tous les traducteurs, je suppose, j'adore voyager. Oui, voyager, découvrir de nouvelles choses. Exactement.
Alors là, c'est une question technique. Casque ou écouteur? Casque, toujours. Ouais, tu vois, là, on est en train d'enregistrer, Corinne porte un casque et moi, je porte des Oui, écouteurs. Mais c'est vrai que oui, le casque, c'est... Oui, j'adore mes casques d'interprétation. Alors, chat ou chien? Chat. Alors, oui, au mois de janvier 2020, ma famille a commencé à accueillir en gardiennage temporaire des chats sans domicile, des chats qui cherchent des familles permanentes et on a maintenant pris en gardiennage 76 chats. un à trois à la fois. Oui, on Ah me oui, d'accord. Non, demande. je pensais qu'il y en avait 76 chez toi. Non, 76 en total, un chat à trois chats à la fois. On a deux chez nous maintenant. Mais maintenant, on est mais passionné par ce genre de, oui, sauvetage des animaux sans domicile. Alors, pour moi, j'ai toujours eu des chats comme animaux domestiques et maintenant, on n'a pas de chat permanent. Mais on a ces chats qui restent chez nous entre 2 semaines et 2 mois pour chaque animal. Et on a, oui, notre 76e chat chez nous. C'est super, c'est une superbe histoire. Et je crois même que vous avez un compte Instagram, si je ne m'abuse, par rapport à cette aventure. Oui, exactement. Je dis toujours aux gens qui veulent me suivre sur Instagram, mais je te préviens, d'abord, c'est juste la publicité pour mes chats, c'est ça. Mais si vous aimez, non, je viens d'afficher quelque chose au sujet d'un webinaire que je présente pour l'ATA jeudi, mais à part ça, c'est juste chat. Ah bah c'est bien, écoute, justement pendant les pauses et tout, on va voir ton Instagram et on regarde tes chats. Oui, c'est ça. Antidote ou Grammarly? Antidote, qui corrige toujours mes fautes de français. Je suis nulle avec les genres en français. Alors, Antidote, je trouve super utile. Ouais, moi j'adore aussi avec le module anglais pour faire des recherches. Enfin, c'est juste, il est super ce logiciel, un indispensable pour tout traducteur et traductrice. Entouré ou solitaire? Pour le travail solitaire, comme je t'ai dit, je loue un bureau en dehors de la maison. J'adore, j'aime bien, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai horreur de travailler à la maison. Je m'ennuie et je ne fais rien, sauf la vaisselle. mais à part le travail entouré de chats et d'humains. Ah, c'est bien. C'est un bon combo, voilà, Oui. le fait d'être entouré. Et pour terminer, musique ou silence? Musique. Je joue toujours de la musique quand je travaille, mais sans parole. Juste la musique, mais d'instruments uniquement. Personnellement, je trouve difficile de me concentrer sans la musique. Eh ben, tu vois, moi, c'est marrant parce que je suis très musicienne et quand je travaille, quand je suis sur des traductions qui me demandent beaucoup de concentration, je suis incapable d'écouter de la musique. Je peux écouter de même instrumental. Même instrumental, oui, parce qu'en fait, de par ma formation classique en flûte traversière au conservatoire, eh ben, c'est comme si c'était des paroles, enfin, d'une certaine manière. Je vais me demander quel est l'intervalle entre telle note, essayer de chanter les notes. Enfin voilà, donc pour moi c'est un peu comme un langage, donc finalement ça vient me perturber. Après il y a certains styles de musique, du lo-fi ou des choses vraiment d'ambiance, ça à la rigueur je peux mettre, mais il faut pas qu'il y ait vraiment des thèmes musicaux entraînants ou qui suscitent de l'émotion, là non, ça marche pas. Mais pour faire de l'administratif, ça marche très bien. Et donc, on va passer maintenant à une rubrique que tu dois déjà bien connaître, la rubrique des 3 traduquestions. Donc, la première de ces questions est la suivante. Quelle ressource ou quel outil numéro 1 conseillerais-tu à une tradupreneuse ou à un tradupreneur? Alors, d'abord, un fichier tableur, un fichier Excel, parce que je trouve que vraiment savoir faire le calcul de combien tu dois facturer et gagner pour réaliser vos objectifs financiers, vraiment, au moins 75% des freelances, c'est ça leur problème. Ils n'ont jamais calculé ces chiffres. Par exemple, pour moi, personnellement, je peux te dire que je dois facturer environ
$90 par heure, 25 heures par semaine, et comme cela, je vais réaliser mes objectifs financiers. Mais il y a tellement de freelances qui ne savent même pas calculer ces chiffres. Et oui, c'est ça. C'est pas très difficile, mais il faut juste combiner tous ces frais et ces factures pour le business, par exemple Internet, ordinateur, logiciel, formation continue, et ce que vous voulez comme salaire, vos frais personnels, et y compris les vacances, le temps que vous ne travaillez pas. L'assurance que vous payez, les impôts, surtout pour vous en Europe, c'est très cher de payer les impôts et diviser cela par le nombre d'heures par semaine que vous pouvez ou vous voulez facturer. Alors, numéro 1, c'est calculer cela. Oui, et d'ailleurs, c'est l'association espagnole ACETRAD qui avait mis en place l'outil CalPro qu'on peut trouver gratuitement sur Internet et qui permet de faire tous ces calculs. Tu parles des vacances, de marquer ses charges, ses entrées d'argent, ses dépenses. Donc oui, c'est vraiment quelque chose de très très important à faire, que ce soit en début d'activité ou même poursuivre l'évolution en fait. Oui, qui sont expérimentés, oui, exactement. C'est ça. Alors, maintenant, quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à la personne que tu étais quand tu t'es lancée dans ton aventure tradupreneuriale ? Bon courage. Mais je crois que un peu, franchement, j'avais la chance de ne pas savoir ce qui m'attendait parce que je me suis dit, je suis maintenant traductrice. Cela me semblait tout si facile au début. Mais je crois que je dirais à moi, en tant que bébé tradupreneuse, que la stabilité est plus importante que l'intensité. Que si on travaille dur, mais on travaille d'une manière consistante, stable, on va réussir plutôt de travailler d'une manière intense, mais qui n'est pas tenable à long terme. Oui, c'est d'être constant en fait, d'avoir cette constance exactement. dans le travail et d'avoir foi aussi en l'avenir et de se dire bon, peut-être que là c'est difficile, mais bon, je continue sur mes efforts et ça va payer. Oui, et je crois que par exemple pour la plupart des freelances débutants, ils surestiment ce qu'ils vont pouvoir faire dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ils sous-estiment ce qu'ils vont pouvoir faire dans 1 an, 2 ans. D'accord, il y a une surestimation sur l'instant présent et une sous-estimation sur le plus long terme. Exactement. Et maintenant, si aujourd'hui tu te transformes en fée, une baguette magique, quel cliché tu souhaiterais voir supprimé de tout le monde de la traduction? Oui, je sais que tu vas être d'accord qu'il faut choisir entre être artiste des mots ou entrepreneur, qu'on peut être les deux. On peut être très soigneux de la qualité de son travail, passionné par les mots, par l'aspect, disons, artistique de notre travail et gagner de l'argent en même temps. C'est possible, c'est nécessaire. Oui, et pas comme en musique où souvent c'est considéré comme un travail passion, où finalement on peut considérer un certain nombre de musiciens, mais alors que voilà, on peut à la fois être artiste, comme tu le dis si bien, je trouve ça très beau, artiste des mots pour une traductrice, et aussi être chef de son propre business, de sa propre entreprise, et de pouvoir subvenir déjà à ses besoins et plus en fait vivre aussi confortablement par rapport aussi à tout le temps qu'on a pu passer à acquérir ses compétences et à continuer à se former, parce que c'est ça aussi une des spécificités de nos métiers, c'est qu'on continue en permanence à nous former tout au long de notre carrière. Oui, exactement. Et donc avant de nous quitter, parce que oui, il va falloir bien nous quitter un jour, et j'en suis la première, la plus malheureuse, est-ce que tu pourrais nous dire par quels moyens ou plateformes on peut te joindre? Oui, alors sur Twitter, c'est juste mon prénom et mon nom, et mon prénom, Corinne, c'est écrit dans la manière à la française.
NR2N et mon nom c'est MCKAY et vous pouvez me trouver sur LinkedIn et mon site web tu peux peut-être mettre dans les notes de l'épisode. Oui, tout cela sera mis dans les notes. Oui, trainingfortranslators.com qui a mon blog, les cours pour les 900 billets, 960 billets sur mon blog. C'est là sur trainingfortranslators.com. Ça marche. Et au courant de l'année 2022-2023, il y aura le 1000e. Oui, je suppose environ, parce que je me suis dit dans environ 6 mois. Voilà. Donc, dans 6 mois, une grande fête pour ton blog. Oui, environ, 6 mois, 8 mois, on aura, 1000e billet de blog. Et puis, après ça, qui sait? Ah, peut-être, après, ce sera 2000. Oui. Obligé d'aller jusque-là. Mais écoute Corinne, vraiment un grand merci de t'être livrée au jeu, de l'interviewer aujourd'hui sur Translucide. Moi de mon côté, je te souhaite vraiment une très bonne rentrée, parce qu'on est encore en septembre, donc voilà, une très bonne rentrée, un bon dernier trimestre 2022, et puis plein de bonnes choses pour la suite de ton parcours. Oui, merci. Oui, à toi aussi, et merci de tous tes efforts de la part des freelances francophones. Merci beaucoup Corinne, et à tout bientôt. À bientôt, merci. J'espère que cet épisode d'anniversaire en compagnie de Corinne vous aura permis de faire le plein d'inspiration pour les mois à venir. Mais je n'en doute pas une seule seconde, tellement son parcours est riche et passionnant. Outre l'anniversaire, cet épisode revêt un caractère spécial pour une toute autre raison. Vous avez peut-être déjà lu ou entendu la nouvelle sur les réseaux sociaux. Depuis courant septembre, j'ai quitté l'aventure Tradupreneur pour occuper le poste de chargé de communication au sein de la Société française des traducteurs, le syndicat professionnel qui met tant de cœur et d'ouvrage à défendre les intérêts des métiers de la traduction. C'est donc le dernier épisode du podcast Translucide que vous écoutez avec moi en animatrice. Mais qui sait, peut-être me retrouverez-vous un jour sur un autre podcast, seul l'avenir nous le dira. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est avec le cœur serré que je vous dis au revoir, et je voulais vraiment vous adresser un immense merci pour votre écoute attentive, pour vos retours attentionnés et pour votre enthousiasme sans cesse renouvelé à chaque nouveau contenu. J'espère que ces quelques épisodes vous auront ouvert le champ des possibles et permis de découvrir de nouveaux horizons. D'ailleurs, si vous voulez contribuer financièrement aux longues heures de travail passées pour élaborer minutieusement les épisodes de Translucide, pour vous donner une idée, comptez 2 jours de travail à temps complet par épisode. Vous pouvez faire un don jusqu'à fin octobre sur la plateforme Tipeee. Vous retrouverez le lien correspondant dans les notes de l'épisode. C'est donc avec tristesse et joie mêlée que cette aventure Tradupreneur se termine pour moi. Mais le voyage continue avec Gaëlle. De collègues, nous sommes devenus amis, et cette amitié n'est pas prête de se terminer. D'autant que nous aurons l'occasion de nous côtoyer dans le cadre de la SFT. De fait, l'offre de Tradupreneur sera certainement modifiée dans les semaines à venir. En attendant de savoir sous quelle forme, je compte sur votre indulgence et Gaëlle sera à l'écoute de toutes vos bonnes idées. Je vous souhaite à toutes et tous le meilleur dans vos projets actuels et futurs, et que vos rêves les plus fous se réalisent. Prenez bien soin de vous et vive l'entrepreneuriat en traduction.